Les opérateurs et les pouvoirs publics ont aussi défendu l'idée, hem, à coup de marketing vert, je dirais, que, ben, en faisant ça, en privatisant, ça allait permettre de développer les énergies renouvelables. Est-ce que ça a été le cas? Alors, ça a permis de développer certaines énergies renouvelables. Les énergies renouvelables électriques qui constituaient des marchés matures. Alors déjà, ça pose une question. Est-ce que, en matière de lutte contre le changement climatique, heu, est-ce que la priorité est de développer des nouvelles énergies? Première question. Pour moi, la réponse est non. La priorité absolue, ce serait d'investir dans la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc déjà là, il y a un premier problème. Deuxième problème, il faut malgré tout développer, des énergies renouvelables, c'est souhaitable. Est-ce qu'il faut développer prioritairement les énergies renouvelables électriques? Pas forcément. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup plus à gagner à développer des énergies renouvelables thermiques, le bois énergie notamment, le gaz vert, que, des énergies renouvelables électriques dans la situation actuelle. Ensuite, est-ce que ces énergies renouvelables ont remplacé d'anciennes énergies fossiles? Là, ça dépend des pays, mais globalement, ces énergies sont plutôt venues en plus. Bref, on a fait un système conçu pour que, les développeurs privés d'énergie renouvelable puissent installer des parcs éoliens, des parcs solaires et gagner de l'argent. Et on n'a pas fait une politique publique de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables pour l'intérêt commun. On avait un marché sur lequel les opérateurs étaient prêts à aller en disant: «Il n'est pas suffisamment rentable encore, donc aidez-nous», et on a eu des systèmes d'aide qui ont fait décoller ces investissements. Et là où, maintenant que, on se trouve confronté à des problèmes, de renchérissement du crédit, à des problèmes d'augmentation, du prix des matières premières, ces marchés ont l'air de commencer à s'effondrer. Donc le risque avec cette logique de trouver des solutions de marché pour répondre à des besoins, d'acteurs privés, c'est de fonctionner par à-coups. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le marché est favorable, ils investissent et on a des installations qui se font et des fois qui se font en dépit du bon sens. Parce que quand on installe des projets d'énergie renouvelable dans des zones naturelles qui devraient être préservées, ça pose des problèmes. Quand on privilégie, des grands parcs au sol parce qu'économiquement c'est plus intéressant que d'équiper des toitures, ça peut poser certaines questions. Et à côté de ça, on n'a pas de véritable planification publique de la transition énergétique. C'est le marché qui s'en occupe. Vous donnez d'ailleurs un exemple, que je connaissais pas et j'avoue, je suis un peu tombé des nues sur, cette histoire de folie du marché, des bourses, des échanges. Quand vous avez un de ces nouveaux opérateurs, qui apparaît, je sais pas, disons un truc qui s'appellerait, Youpi Energy, je sais pas, un truc comme ça, parce qu'ils aiment bien les noms, en nous s'adressant à nous comme des débiles en général. Donc, Youpi Energy qui vient, qui vous dit: «Ah regardez chez moi, c'est super, j'ai l'électricité verte». Vous vous dites: «Ah bah tiens, je vais peut-être avoir un truc qui est plein d'énergie renouvelable». En fait, vous expliquez que si ça se trouve, il produit avec du charbon, qu'il peut faire ça pour peu qu'il soit passé par un certain mécanisme. Vous pouvez expliquer comment ça marche? Oui, alors, c'est assez, compliqué à comprendre pour, quelqu'un comme vous, moi, de normalement constitué. On se dit bêtement que un producteur d'énergie renouvelable va pouvoir vendre de l'énergie renouvelable en disant: «Mon énergie est verte». Ça paraît assez logique. Mais en fait, c'est pas le cas parce qu'on a considéré que l'important, c'était de, stimuler le développement des énergies renouvelables, donc d'avoir des incitations à investir dans ce secteur d'activité, et qu'un opérateur, qui va vous vendre du courant, déjà, bon, il peut détenir des moyens de production renouvelables, mais, il n'est pas certain que ces moyens de production renouvelables lui permettent d'approvisionner toute sa clientèle.
parce que sa clientèle a un certain volume de besoins qui varie tout le temps. La production renouvelable, elle est intermittente par principe. Donc, même s'il dispose des moyens de production, il n'est pas sûr de pouvoir vendre la quantité suffisante, et donc il va devoir acheter en bourse le complément. Des fois aussi, il va produire trop, il va pouvoir vendre en bourse le complément. Et puis, vous avez des marchands d'électricité qui ne détiennent aucun moyen de production et qui vont pouvoir acheter de l'énergie à différents producteurs. Et donc, pour permettre de valoriser le côté renouvelable de l'énergie, on a décidé de séparer les deux, c'est-à-dire séparer le produit et le marquage de l'énergie. C'est-à-dire que les opérateurs qui ont des parcs d'électricité renouvelable, quand ils produisent, ils disposent de garanties d'origine. C'est-à-dire que c'est un certificat délivré par les pouvoirs publics, comme quoi on a bien produit telle quantité d'énergie renouvelable. Et donc, soit ils vendent à leurs clients en disant, voilà, vous avez la garantie que c'est des énergies renouvelables, soit ils vendent séparément l'énergie et d'un autre côté la garantie. Et donc, à l'autre bout de la chaîne, le marchand, la boutique qui vous fait votre contrat de fourniture d'électricité et qui vous dit, vous êtes à 100% d'électricité renouvelable, eh bien, il peut acheter de l'électricité en bourse dont on ne connaît pas forcément l'origine. Ça peut être un peu de nucléaire, ça peut être un peu de charbon, ça peut être un peu de n'importe quoi. Il achète sur une autre bourse des garanties d'origine qui s'échangent sur un marché, qui va former un prix de la garantie d'origine, c'est-à-dire qui est finalement le prix que le consommateur est prêt à payer pour avoir une électricité verte à la place d'une électricité grise. Et on achète d'un côté le courant, de l'autre côté les garanties, on vous fait un paquet en disant c'est du 100% vert. C'est assez fou parce que finalement, c'est comme si on achète des pommes bio, et puis en fait, la pomme, elle est pleine de pesticides, elle a juste une étiquette bio, parce que le producteur de la pomme, il est allé voir un producteur bio réel, il lui a dit donne-moi l'étiquette bio, et donc il la met sur sa pomme, et le producteur bio, lui, ne mettra pas l'étiquette bio sur sa pomme. Mais donc en fait, il y a bien le bon nombre d'étiquettes bio, mais votre produit, il n'est pas bio du tout en fait. Enfin, quand même, les technocrates à Bruxelles, ils sont extraordinaires, moi je trouve. Ça illustre finalement toute cette folie du système. Si on revient d'un cran au niveau des États, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas un seul État qui est en train de dire « moi, j'aimerais bien refaire chez moi un monopole public pour plus avoir de problèmes ». Enfin, on voit que ce n'est pas juste à l'échelon supérieur. Alors, on a vu Bruno Le Maire qui, pour une fois, a quand même essayé de dire « bon, il y a un problème, il faut changer les choses ». Ah tiens, bon, il n'a fait que demander encore, hein, puis on lui a dit non comme d'habitude, mais comme même là, même la France n'a pas pu faire bouger les choses, n'a pas pu trouver des alliés en Europe pour dire attendez, on peut faire à la rigueur un marché européen si vous voulez, mais avec des opérateurs, en tout cas au moins en France, un opérateur public pour l'avenir, pour le XXIe siècle, on en a besoin. Il faudrait le vouloir et il faudrait pouvoir. Oui, c'est ça, c'est ce que vous expliquez, c'est qu'on ne peut même pas le faire si demain, moi je vote pour quelqu'un qui me dit tiens, on va refaire un monopole public en France, on ne pourra pas pour des problèmes de hiérarchie législative, c'est ça? Ouais. Bon, déjà, il faudrait vouloir, c'est-à-dire qu'il faudrait vouloir revenir à un monopole 100% public, c'est-à-dire procéder à des nationalisations et pas la nationalisation qu'il y a eu d'EDF qui est revenue 100% public, mais qui n'est pas une vraie nationalisation. Là, il faudrait aller nationaliser des outils de production qui ont été privatisés. Il faudrait reprendre des usines à Total, à Gazelle Énergie, il faudrait reprendre des parcs éoliens et solaires à des investisseurs privés. Voilà, bon, qui serait prêt à assumer une vraie nationalisation? Je ne parle même pas d'Engie, qui a été privatisé, qu'il faudrait renationaliser. Alors je montre en plus dans le livre que ce n'est pas un truc incroyable qui coûterait des fortunes. On aurait pu nationaliser Engie plusieurs fois avec ce qu'on a donné en subvention pour passer le gros de la crise énergétique. Donc voilà, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de volonté politique. Donc il faut le vouloir, et ensuite il faut pouvoir juridiquement. Et ça, c'est un autre problème et que pas grand monde mesure, en fait. C'est que le droit européen s'impose aux États et que les directives qui ouvrent à la concurrence les marchés de l'énergie ne sont pas optionnelles. Elles s'imposent en droit. Et le législateur français
considère que le droit européen s'impose et donc que le droit national doit être compatible avec le droit européen. Et une loi qui serait incompatible avec les directives serait inapplicable. C'est-à-dire que n'importe quel opérateur privé qui s'estimerait lésé par une loi qui renationalise Engie, par exemple, on renationalise Engie, les actionnaires d'Engie saisiraient les tribunaux administratifs et, en l'état du droit, auraient gain de cause. C'est-à-dire que cette loi ne verrait pas le jour, enfin, elle ne serait pas appliquée. Elle serait nulle et non avenue. Parce que vous avez... Alors, le droit européen ne dit pas qu'on peut avoir un secteur public, mais il dit qu'on doit avoir de la concurrence. Et donc, qui dit concurrence dit que voilà, on doit créer un cadre où plusieurs opérateurs peuvent vous vendre du gaz, de l'électricité et tout. Donc, revenir à EDF et GDF d'avant la privatisation, c'est contraire aux directives européennes. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait au préalable un changement juridique qui rende le fait de recréer un monopole de l'énergie légal, y compris au regard du droit français. Donc c'est possible. C'est possible. Voilà, il y a des gens qui l'ont proposé, d'inscrire les services publics dans la Constitution. Et ça passe forcément par le changement de la Constitution à l'heure actuelle. Hein. Oui. Alors après, sans rentrer dans le détail des questions juridiques qui m'intéressent beaucoup, mais là, c'est pas forcément le sujet. Mais comme on a eu un changement constitutionnel pour introduire le droit européen dans la Constitution, effectivement, si on veut préserver certains secteurs, les mettre à l'abri du droit de la concurrence européen, il faut que ce soit dans la Constitution. Mais on pourrait très bien mettre dans la Constitution le fait que les services publics sont des monopoles publics, et en citant, en dressant la liste et en disant que dedans, il y a l'électricité, le gaz. Mais donc, ça suppose une rupture juridique, et aujourd'hui, personne n'en parle de ça. Même dans les mouvements qui, sincèrement, voudraient recréer un monopole public, cette question n'est pas véritablement abordée, alors qu'elle est quand même centrale.